compare souvent la FNAC avec si on était gestionnaire d'événements sportifs. Ça veut dire que tous les jours, on accueillera environ 400 000 personnes. Juste pour vous donner un petit critère, ça fait 40 matchs de Ligue 1 tous les jours. Ou alors, c'est le tournoi de Wimbledon sur une seule journée. Et en décembre, c'est 3 fois pire. Enfin, 3 fois mieux, c'est vraiment eux. Donc c'est vrai que là-dessus, cette saisonnalité est assez cruciale parce qu'on a souvent aussi, au-delà de la supervision, des mises en place d'infrastructures dédiées, locales, et ou qui nécessitent d'être très temporaires, sur lesquelles on va avoir bien évidemment pas mal de choses à faire et qui sont pas récurrentes, mais qu'on doit mettre en place systématiquement. L'autre petit contexte, juste pour vous dire, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui passait dans les magasins. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a 45 millions de personnes à peu près qui passent par an en caisse. Et en termes de visiteurs en magasin, c'est 131 millions de personnes. C'est-à-dire à peu près 3 fois la France. Juste pour vous donner une petite idée. Évidemment, ça sollicite pas mal les infrastructures, ça sollicite pas mal le réseau, ça sollicite pas mal les matériels. Pas seulement ceux qui sont en présentation, hein, mais aussi les nôtres. Et c'est vrai que cette partie-là, elle fait partie de tout ce qu'on voulait être amené à superviser, parce qu'on a pas mal d'infogéreurs qui travaillent avec nous, vous allez voir un petit peu plus loin. Et là, ça nécessite d'avoir, là encore, un suivi très précis. Un lundi de juin, à Forum, il y a 18 000 personnes qui passent, soit à peu près à Bercy et demi, la salle de Bercy, ça représente à peu près ça. Un samedi de novembre, le samedi étant la plus grosse journée de la semaine, on monte à 26 000. Et le samedi de pointe de décembre, qui est dans 3 semaines, on va dire, on remplit le Stade de France. Donc là, France-Ukraine, c'était pour nous, mais c'est le samedi. Et c'est tous les ans comme ça. Donc c'est vrai que ça encore, c'est une volumétrie qui fait que quand vous avez un impact business sur un applicatif, sur un magasin et un seul, vous voyez déjà l'effet que peut avoir négatif ou positif. 80 000 personnes qui peuvent constater ce problème-là s'il perdure toute la journée. Ceci étant dit, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'impacts qui arrivent et qui sont à prendre en compte. Et ça, on a essayé de le mettre en œuvre dans la partie supervision, hypervision vis-à-vis des superviseurs qu'on peut avoir, de façon à être certain que quelque part, on soit capable de mesurer cet impact. La FNAC a des systèmes hétérogènes. On a connu quasiment toutes les typologies de serveurs, d'OS, de bases de données, de superviseurs. En 97 avait été prise la décision d'infogérer complètement l'IT. Donc du coup, on a confié ça à un prestataire extérieur et on avait perdu le contrôle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on lui avait donné les clés de la maison, pour faire simple. Derrière, le fait de donner cette clé de maison sans être forcément prêt vous impose de reprendre la main à un moment donné. Parce que vous avez laissé partir des choses, et derrière, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un gros melting pot de plein de choses, et pour lequel vous êtes obligé, vous, de passer un temps fou à tout consolider. Le but du jeu, c'était d'arriver justement à avoir une vision un peu plus homogène et un peu plus unique, et d'être surtout beaucoup plus temps réel. Nous, notre but du jeu aussi, c'était de retrouver cette exhaustivité des infrastructures, d'être capable de retrouver nos référentiels et de les reconstruire pour être capable d'avoir une vision, véritablement, de l'ensemble de l'impact business que pouvait avoir tel ou tel événement sur nos SI. On voulait aussi prioriser les alertes, parce que là, on s'apercevait que de temps en temps, on en avait 3-4 qui arrivaient en même temps, et savoir quelles étaient celles sur lesquelles on devait agir, c'était relativement compliqué. Donc on s'est défini des tas de critères de ce type-là, d'arriver à superviser les flux en entrée-sortie, sur les applications, sur les logs, de voir quels étaient les impacts, comment être capable de les calibrer, comment être capable de vraiment les mesurer finement. Un incident, ce n'est pas simplement la cause technique qui est réparée, c'est le magasin est de nouveau opérationnel, ou le site est de nouveau opérationnel. C'était ça qu'on recherchait. Donc ça, on avait fait un gros cahier des charges. Et ça, ce qu'on voulait aussi, c'était que ce qu'on avait mis en place sur le paramètre de supervision, c'était qu'il soit partagé par tous ceux qui sont susceptibles de l'utiliser. Donc on a un peu aussi forcé nos infogéreurs qui travaillent avec nous à dire « Très bien, mais vous allez travailler aussi sur ce système-là, vous allez nous remonter vos informations, on va les traduire ensemble, on aura la même vue. » Parce que ça, c'était aussi crucial, c'est-à-dire que, vous le verrez dans certains autres exemples, c'est que bien souvent, pour la mise en place de ce type de démarche et d'hyperviseur, il faut que le langage soit commun. Si le langage n'est pas commun, vous retombez aussi dans une problématique qui fait que vous perdez des avantages de proactivité et de réactivité.
Et le but aussi de ce qu'on se disait, c'était que l'ensemble des infogéreurs qu'on pouvait avoir, on voulait les périmètres puissent être intégrés, y compris le support utilisateur et les incidents qui remontaient par le biais des clients finaux chez nous, donc qui sont plutôt nos utilisateurs. Après, derrière, c'était d'arriver aussi à fédérer, à corréler toutes les alarmes, parce que je pense que tous les uns les autres, vous avez des tas de superviseurs qui montent des tas d'alertes. Après, c'est cette pérennité et cette corrélation qu'on est capable de faire. On reçoit des tonnes de choses et on se dit, OK, mais celle-là, c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là. Au bout d'un moment, j'en ai 200, je reçois 300 mails sur le même sujet, je ne sais pas quel est celui que je dois vraiment traiter. Donc ça, c'est des choses qu'on voulait absolument récupérer. Et après, c'était de donner cette vision-là, une fois qu'elle a été traduite, à l'ensemble de nos métiers, de façon à ce qu'on parle de la même chose et qu'on resimplifie le dialogue entre eux et nous sur tout ce qui était mise en place de ce type d'alerte, pour leur dire oui, l'impact, ok, nous on est capable de le mesurer, on sait qu'on est capable de le corriger, mais si je te dis qu'on corriger le table space de la base DB2, ça ne va pas t'avancer beaucoup, quoi. On avait scindé ça en 3 grandes priorités. La première, c'était bien évidemment de retrouver la supervision opérationnelle centralisée et complète, de façon à arriver à industrialiser l'ensemble des gens qui sont censés faire le niveau 0, niveau 1, voire 2 et 3, notamment au niveau de la DOSI, de façon à ce qu'on puisse être certain que tout le monde travaille de la même façon. Et donc de réagir et de corriger en fonction de ses priorités. De lier la supervision à leurs outils de KM, qui est la base de connaissances du support utilisateur chez nous, donc du service desk, et puis de faire en sorte que le change et donc les équipes de change management, donc d'accompagnement du changement et de l'utilisation des applicatifs, soient eux capables de commencer à trouver les problèmes que décrivait America tout à l'heure, et de façon à ce qu'on soit capable de réintégrer toute cette base de connaissances et cette corrélation qu'on a pu faire dans des nouveaux projets pour être capable soit de dire il y a des problèmes sur les infrastructures, faisons des projets d'infra, ou il y a des problèmes sur les métiers, faisons en sorte de changer les procédures métiers. Derrière, après, c'était de rentrer dans un niveau, ce qu'on a nous appelé tactique, qui était plus là, des tableaux de bord mensuels qui permettaient de voir l'activité, de voir les tendances, de voir ce qui va mieux ou ce qui va moins bien, et d'avoir, là encore, un suivi des écarts qui permettent, là encore, de donner des éléments sur des tendances ou des roadmaps, voire d'alimenter des budgets à terme. Et enfin, c'était de faire une supervision, cette fois-ci, beaucoup plus stratégique vers les métiers, qui là, je vais parler assez longuement tout à l'heure des SLA, parce que c'est un vrai sujet où nous, on a pas mal réfléchi, parce qu'on a souvent tendance à considérer les SLA comme ceux des infogéreurs, et on verra que ce n'est pas toujours la même chose quand on regarde la vision du client, de notre client final. Et d'arriver à être capable de faire justement ces analyses de tendance et de faire des plans de progrès. On avait 6 ou 7 solutions possibles, les grands acteurs du marché. Il y avait eu Star qui est arrivé comme un trublion. Je dois avouer que la première fois, j'étais un peu sceptique, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à être plutôt sur des éditeurs classiques, notamment quand on parle de supervision. Ce qui nous a beaucoup plu déjà, c'était que, vu tout ce qu'on avait à faire, et tout ce qu'on avait déjà entre les mains, le fait d'avoir une solution non intrusive, ça a été déjà un argument de poids. C'est-à-dire qu'on avait... je ne sais pas si vous vous êtes fait l'exercice de regarder combien vous avez d'agents présents sur vos postes de travail, déjà, ou sur vos serveurs, c'est juste monstrueux. Ça vous prend entre 20 et 30% de CPU, et je ne compte pas l'antivirus, etc. Donc ce qu'on voulait surtout éviter, c'est d'avoir des agents de trop et un agent de plus qui permettent qu'on soit amené à faire un gros déploiement massif. On a quand même pas mal de sites, pas mal de serveurs, même encore localisés en magasin. Donc là, le but du jeu, c'était vraiment d'arriver à être le moins intrusif possible. Quand on a fait le POC, il y avait 2 concurrents. On les a mis chacun dans une bulle chez nous, à l'extrémité de chacun des 2 bâtiments. Et on leur a donné un cahier des charges en disant voilà, on veut ça. Pour le POC, vous avez 1 semaine pour le faire. Les concurrents de Sistar sont arrivés à 7, ils nous ont demandé 9 serveurs. Et il y avait 12 personnes. Donc ce n'est pas une bulle qu'on a pu leur donner, c'est une salle de réunion. Et de l'autre côté, vous avez des gens de Sistar qui étaient à 2. Donc on s'est dit, là, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. On va voir à la fin de la semaine ce que ça donne. Si je suis dans cette salle aujourd'hui, c'est que finalement, à la sortie de Spock, les 2 ont été plus efficaces que les 9. Enfin, que les 12 et les 9 serveurs, pardon. Ce qui nous a aussi séduit, c'était que
le modèle, on travaille beaucoup quand on fait cette époque-là sur le fait de dire ok, c'est bien d'avoir une solution, c'est bien d'avoir un projet, mais dans 4 ans, qu'est-ce que ça donne? Je rajoute 15 magasins, je rajoute 30 infrastructures, je rajoute des serveurs, je rajoute des baies de disques. Dans ma supervision, dans mon hypervision, comment ça se transcrit? Là, quand on a commencé à retravailler les modèles économiques ou ce genre de choses, on s'est encore arraché les cheveux. Là, on a eu 3 personnes de plus en face, c'était des juristes, des contrats, des gens qui faisaient des modèles. Et de ce côté-là, c'est clair que vous parliez d'accompagnement client, ça a été un peu plus simple aussi de l'autre côté. Après, derrière, on sait aussi, vous aviez vu qu'on avait beaucoup axé notre cahier des charges sur la communication et les indicateurs métiers qu'on voulait voir. On commençait à subodorer que le multicanal et l'omnicanal commençaient à être conséquents. Et on voulait avoir une vision dans les indicateurs métiers et une solution qui permettait de se projeter sur ce genre de choses. Et ça permettait de le faire, que ce soit cross-service, cross-application, ou la façon dont on était amené à structurer l'ensemble de ces tableaux de bord pour être capable de les mettre à disposition. On a beaucoup travaillé des concepts, parce qu'on voulait être certain que la solution qu'on mettait en place, on serait capable de la réutiliser et qu'on soit capable de communiquer efficacement vis-à-vis de nos métiers. Et on a beaucoup échangé avec même la R&D de Sistar sur est-ce que les décisions qu'on prend sont les bonnes ou pas? Est-ce que ça va dans votre roadmap ou pas? Est-ce que ça correspond au concept que vous avez défini ou pas? Et c'est vrai que je ne pense pas que j'aurais eu le même accès ou la même oreille ou la même écoute avec d'autres structures beaucoup plus conséquentes. On s'est dit, il y a ce qu'on appelle des déclencheurs. Donc ça veut dire que là, on a fait notre référentiel. Maintenant, ce qu'on voulait voir, c'est qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui fait que d'un moment donné, on lance ce calcul-là. Donc là, on a récupéré l'ensemble de nos alertes, qui venaient de l'ensemble de nos superviseurs. Et on est rentré dans la partie ticketing, parce qu'on voulait que cet outil de ticketing, quand les utilisateurs nous appelaient en magasin, on voulait que ce soit une alerte comme une autre. Donc on a réintégré dans White Vision, en interfaçant l'outil de ticketing de notre support utilisateur, de façon à le traiter comme une alerte comme une autre. Sauf que lui, il arrive tout de suite, dans le niveau qui est en dessous, qu'il y a un incident. On voulait être certain aussi qu'on traite la bonne priorité sur le bon événement. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer une strate intermédiaire sur notre composant, et la criticité du composant, on allait le prendre en compte dans notre priorité. Donc au lieu d'avoir urgence sur impact, on a créé une notion de plus qui est de dire j'ai la sévérité de l'alerte, j'ai la criticité du composant, et j'ai l'impact business du service. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne voulait pas, c'était que si j'ai une appli super critique, je vous donne un exemple, adhésion, super critique. Je sors un état tous les jours à 9 h, qui doit me donner un état des cartes qui ont été éditées l'année dernière. L'état ne sort pas, bloquant total. Est-ce que je vais le traiter avant une applicative qui n'a pas démarré, qui est criticité 2? Non. Donc ça veut dire que là, ce qu'on voulait, c'était que le composant d'édition, la criticité de ce composant, il est nul, ou à 3 ou à 4. Donc cet impact-là sera toujours traité après une criticité beaucoup plus conséquente, même si l'applicatif est moins importante. Donc ça veut dire que là, on s'est donné les moyens, au sein d'une même appli, soi-disant à criticité business importante, que certaines fonctionnalités de cette appli, si elles ne sont pas critiques, elles sont traitées après d'autres qui sont moins importantes en termes d'impact business, mais qui, elles, sont vraiment bloquantes totales. Donc c'était ça le but du jeu. Et ça, on n'arrivait pas à le retrouver vraiment, on n'arrivait pas à être assez fin sur cette partie-là, sur la partie urgence et impact. Voilà ce que ça donne. L'intérêt, c'est la colonne du milieu. C'est d'être capable de dire, toute alerte qui remonte suivra ce principe-là. Il fera déjà un préfiltrage, on le classifiera au format utilisateur, on gérera ces associations qu'on a pu voir tout à l'heure, de façon à être capable de savoir quel est l'impact business, sur quel service, sur quoi. De calculer sa priorité, là on va retrouver la même notion, et le fameux indicateur ICS que je vous ai décrit préalablement. Après on va regarder la corrélation, et la corrélation elle peut être de type. L'intérêt d'avoir aussi filtré les alertes techniques comme des alertes utilisateurs, c'est que si l'alerte utilisateur arrive avant l'alerte technique, et je vous assure que ça arrive souvent, en tout cas chez nous, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous c'est le cas, l'utilisateur est souvent bien plus vite informé que les 5 minutes de vos Tivoli, Nagios, etc., qui vous remontent dans vos serveurs. L'intérêt, c'était aussi de ne pas rouvrir des tickets différents entre une alerte qui remonte d'un utilisateur qui est exactement la même que l'alerte technique que vous avez 3 minutes plus tard, et d'être capable de les corréler.
Après, c'était aussi d'être capable de dire par rapport à cette alerte ou à cet incident que je vais t'amener à générer, parce que je n'ai pas par hasard déjà des procédures et des enrichissements à faire pour dire, bah, OK, je te remonte l'alerte, et en plus, je te donne la procédure associée, parce que normalement, tu es censé corriger comme ça. Donc, ça veut dire que là, en termes de résolution d'incidents, ça remonte aussi de façon beaucoup plus automatisée. La partie de la procédure et le fameux IKM que je vous ai décrit tout à l'heure qui dit, pour corriger ce problème-là, en général, tu fais ça. Voilà la procédure associée. Ça, c'était un peu le but du jeu. Donc voilà, ça passe par ce biais-là. Et puis là, derrière, vous avez un petit peu les 4, 5, 6, 7, 8, enfin là-dessus, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, hein, d'agents de supervision qui vous permettent là d'avoir l'ensemble de vos alertes qui sont réinjectées et qui sont filtrées. On a nos services sur nos infrastructures qui sont propres, les superviseurs qui sont plutôt liés à la partie infogéreur, la brique qu'on a rajoutée, les briques qu'on a rajoutées qui sont à la partie White Vision BBR sur la partie White Vision Alerte, et derrière les interfaces avec nos inventaires, nos référentiels, de façon à être capable de les intégrer, de gérer les relations entre les alertes, les composants et les services, et après les tableaux de bord, l'utilisateur. On est toujours resté sur le même principe, toujours des écrans de filtre, toujours 3 écrans. On fait le temps réel, l'historique et les reports, que ce soit sur l'opérationnel, tactique, stratégique. Les bénéfices maintenant. Alors, sur les bénéfices, c'est clair que quand je suis arrivé, juste pour vous donner une idée, hein, j'avais même pas de rapport du matin. C'est-à-dire, ce que moi j'appelle le rapport du matin, c'est de me dire, ok, cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si, je l'avais, mais j'avais juste 14 consoles à voir pour être capable de savoir par type de plateforme ce qui s'était passé, par type d'appli ce qui s'était passé. Chacun avait fait son superviseur dans son coin, son site web qui s'appuyait sur le superviseur pour mettre des alertes partout. Donc du coup, à midi et quart, je ne savais toujours pas ce qui s'était passé. Donc là, le but du jeu, c'était d'arriver à ça et c'était de se dire, ok, maintenant, quand on a une alerte, elle veut dire la même chose pour tout le monde et elle remonte de la même façon. En plus, l'avantage, c'était que quand on arrivait sur des visibilités, aussi bien sur la partie des équipes internes que des équipes externes, ils parlaient de la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne passaient pas non plus 5 heures en conf call pour que les uns nous expliquent que cette alerte-là, ça veut dire ça, que celle-là, ça veut dire ça, oui, mais que dans ce cas-là, l'appli métier, il faut la revoir autrement parce que tu as oublié ça et ça. Et là, on a gagné énormément en réactivité, en compréhension des incidents et des problèmes, et en résolution. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'un exemple très récent, où le même incident à 4 ans d'intervalle, parce que c'était à peu près ça, dans un cas, on a mis 4h30 à le corriger, la fois suivante, on a mis 12 minutes. Et pourquoi? Parce que l'incident a été calé, la façon dont il était remonté, les gens savaient, ils avaient retrouvé la procédure correspondante, et ça a été beaucoup plus efficace sur la façon de réagir. Et donc la résolution et la satisfaction utilisateur n'étaient pas la même. De la même façon, quand, pour reprendre un petit peu l'exemple, quand vous avez un utilisateur qui vous appelle et qui vous dit « il y a un problème sur les choses », il dit « oui, je sais, en effet, il y a ça, ça, ça et ça, mais en plus, ça impacte ça, ça donne une notion de professionnalisme et ça rassure. » C'est-à-dire que moi, je peux vous assurer que quand il y avait des incidents relativement conséquents, je passais plus de temps avec les 27 directeurs de magasins qui étaient au téléphone, qui me demandaient « alors on en est où, alors on en est où ?» et j'en sais rien. Que de lui dire « ok, on a ça comme problème, voilà, on fait un point dans une demi-heure, et voilà, tu peux suivre ça à tel endroit. » Et ça, c'est aussi un vrai plus, parce que la façon dont les gens sont amenés à... Il y a un gros stress, enfin, je pense que vous êtes déjà allé dans des magasins Fnac, il y a eu des incidents, ça peut arriver. C'est immédiatement un stress conséquent, parce que vous avez des équipes sur le terrain qui ont des clients en face, ils ne savent pas quoi leur dire. Et le fait d'être capable de leur donner cette vision, de leur donner une partie de cette vision-là, et de leur dire oui, on est capable de réagir là-dessus, ça, c'est l'anxiogénité de l'incident qui est arrivé, il disparaît. Enfin, il ne disparaît pas, mais en tout cas, ils ont des réponses et ils ont des éléments à fournir aux clients. Et ils savent que quelque part, soit ils leur disent désolé, on ne pourra pas, soit non, c'est résolu dans une demi-heure, dans un quart d'heure, donc on peut enchaîner ou faire la solution de contournement associée. Et donc là, après, derrière là-dessus, sur la vision plus le reste, c'est vrai que le fait d'avoir fait ce mécanisme de traduction et de catégorisation de nos incidents sur un format plus utilisateur, ça a simplifié la façon dont on était amené
à comprendre les choses et à les exprimer et à les publier. Donc on perd là aussi moins de temps dans l'interprétation des problèmes et dans la façon dont ils sont amenés à être diagnostiqués. Et derrière, là-dessus, c'est vrai que là encore, pour ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie alerte technique et communication simplifiée, ça encore, ça fait partie aussi des choses qui sont montées vis-à-vis des métiers qui nous disent « Ok, maintenant, vous ne parlez plus votre jargon, on vous comprend un peu mieux. » Et même les gens ont changé leur façon de communiquer, même avant qu'on leur mette des choses à disposition sur la façon dont on leur mettait des alertes. C'est-à-dire qu'ils commençaient déjà à réagir sur l'alerte comme le traducteur le faisait.